nous entreprenons le 4e module, celui qui parle des décisions qui peuvent être rendues par les juges administratifs selon la question soumise au TAC. D'abord, la garde en établissement. Nous débutons avec la contestation du maintien d'une garde en établissement. Nous rappelons que le TAC n'exerce pas une compétence d'appel ou de révision de l'ordonnance de la Cour du Québec, mais évalue si, au moment de l'audience, la garde devrait être maintenue. Le TAC doit déterminer si, au terme de la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui, la personne sous garde présente toujours, au jour de l'audience, un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, justifiant sa garde en établissement. La dangerosité est le seul critère retenu par la loi permettant de justifier la mise sur garde en établissement d'une personne contre son gré par un juge de la Cour du Québec et son maintien par le TAC. Cette notion doit être interprétée de façon stricte, considérant qu'elle prive la personne sous garde de sa liberté. Nous allons donc nous arrêter pour voir comment est définie la notion de dangerosité. Le législateur ne l'a pas définie. Il faut donc se référer à la jurisprudence pour être en mesure de la définir. D'abord, la dangerosité présentée par une personne sous garde doit être en lien avec son état mental. C'est ce qui ressort de la lecture de l'article 29 du Code civil du Québec. Cependant, l'état mental d'une personne ne permet pas à lui seul de justifier une ordonnance de garde, tout comme le fait d'être porteur d'un diagnostic d'une maladie mentale ne crée pas aucune présomption de dangerosité. Également, le fait qu'une personne refuse d'élaborer un traitement ou de prendre la médication prescrite ou telle que prescrite ne justifie pas en soi de garder une personne en établissement contre son gré. Dans le même sens, les craintes fondées sur les antécédents de la personne sous garde ne justifient pas d'emblée de maintenir la garde. Pour pouvoir maintenir une personne sous garde, il faut que l'état mental de cette personne soit associé à un élément de dangerosité pour son intégrité physique ou pour celle d'autrui, peu importe qu'il y ait un diagnostic posé ou non. Quelqu'un qui présente des troubles de comportement pourrait être un exemple, à la condition que ces comportements ne soient pas que dérangeants pour les gens qui l'entourent, mais qu'ils soient susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité de la personne elle-même ou d'autrui. Nous retrouvons tous ces enseignements, particulièrement dans l'arrêt CSSS Pierre Boucher contre AG. D'autre part, le danger doit être important ou d'un potentiel de danger élevé. Il doit être réel, prévisible et constaté dans l'immédiat, clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir relativement rapproché. Ces balises relativement à la nature du danger sont suggérées, notamment dans A contre Centre hospitalier de Sainte-Marie, au paragraphe 17. Elles continuent à être appliquées depuis. La Cour d'appel a aussi précisé dans l'arrêt SL contre Centre hospitalier universitaire de Québec qu'il ne faut pas attendre que l'éventualité d'une dangerosité survienne pour ordonner la garde en établissement. Il faut que la preuve au dossier soit suffisamment sérieuse et précise pour permettre au tribunal de conclure en la nécessité de garde. Dans le même sens, une simple crainte du psychiatre ne suffit pas pour maintenir une garde. La preuve de l'état de dangerosité important doit être démontrée de façon prépondérante. L'évaluation de la dangerosité que présente la personne sous garde en raison de son état mental s'effectue en analysant sa situation dans une vision globale en tenant compte de l'ensemble des facteurs qui interagissent les uns par rapport aux autres. Les éléments de preuve examinés par les juges administratifs pour évaluer le danger que présente une personne pour elle-même ou pour autrui sont notamment si la personne présente une désorganisation de son état mental, des éléments psychotiques
ou un comportement désorganisé, tel qu'elle nécessite un encadrement tout au moins temporaire pour lui éviter de se retrouver dans des situations potentiellement dangereuses, notamment pour sa vie, sa santé et sa sécurité ou celle d'autrui. Si la personne menace ou tente de porter atteinte à son intégrité physique ou celle d'autrui, par exemple des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à autrui, ou encore une menace de tentative de suicide ou de se blesser, des comportements d'automutilation, des difficultés de prendre soin d'elle-même ou de vivre dans un milieu de vie précaire compromettant sa sécurité ou celle d'autrui. Ou encore des comportements ou escalades de comportements irritables, impulsifs, agressifs, intimidants, menaçants ou excessifs verbalement ou physiquement, ainsi qu'un comportement régressif ou de l'incapacité de contrôler ses pulsions. Si la personne a une perception déficiente de la réalité et une altération importante de son jugement. Si elle présente une absence ou un manque d'autocritique ou de jugement face à un danger potentiel à sa maladie et à la nécessité de son traitement. La présence de facteurs de risque de poser des gestes dangereux si la personne cesse ou refuse de prendre sa médication ou son traitement. Sa collaboration avec l'équipe traitante et ses antécédents psychiatriques, incluant les hospitalisations antérieures, leur raison, sa non-observance au traitement et les conséquences. Les risques de rechute de sa maladie, les effets de la consommation de drogue ou d'alcool sur son état mental et son comportement, ou tout autre facteur pertinent dont les éléments de preuve soumis dans la section de la CETM. Bien sûr, lors de l'analyse de ces éléments, il faut toujours garder en tête qu'il doit exister un danger pour l'intégrité physique de la personne elle-même ou celle d'autrui, soit une indication de la présence d'une menace à la vie, à la santé ou à la sécurité de la personne ou d'autrui. Où retrouve-t-on ces éléments de preuve? D'abord dans les examens psychiatriques écrits et déposés au soutien de la demande de garde en établissement et signés par un psychiatre contenant les informations suivantes. D'abord qu'il a examiné lui-même la personne sous garde, la date de l'examen le plus récent, le diagnostic psychiatrique, même provisoire, sur l'état mental de la personne sous garde, son opinion sur la gravité de l'état mental de la personne sous garde et les conséquences possibles de cet état mental, les motifs et les faits sur lesquels il fonde son opinion et son diagnostic, et parmi les faits rapportés, ceux qu'il a lui-même observés et ceux qui lui ont été communiqués par un tiers. Et bien sûr, en quoi l'état mental de la personne sous garde représente un risque au jour de l'audience, ainsi que la nature du risque pour elle-même, pour autrui ou pour les deux. Toutes ces exigences se retrouvent à l'article 3 de la LPP et sont confirmées notamment dans l'arrêt de la Cour d'appel suivant DD contre Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup. Les éléments de preuve se retrouvent également dans le rapport psychiatrique qui est déposé le jour de l'audience, dans tout rapport pertinent, tel que rapport d'évaluation psychosociale ou psychologique déposé par l'établissement, dans le dossier médical complet de la personne sous garde, lequel doit être disponible pour consultation sur place par les juges administratifs au besoin, dans l'ordonnance de traitement rendue, le cas échéant, par la Cour supérieure, qui peut être considérée dans l'évaluation de la dangerosité, puisqu'elle fait partie du contexte global dans lequel se retrouve la personne sous garde. Les éléments de preuve se retrouvent également dans les témoignages des personnes présentes à l'audience, dont la personne sous garde, bien sûr, mais ainsi que toute autre personne que les parties jugent pertinente. Dans ces conditions, la présence du psychiatre traitant est requise à l'audience, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, telles que maladie, congé prolongé ou vacances. En cas d'absence du psychiatre traitant, il devra être remplacé par un autre psychiatre connaissant la personne et capable de répondre
aux questions des juges administratifs. Et puisque les parties ont le fardeau de prouver le bien-fondé de leurs prétentions, l'établissement devra informer en temps utile les intervenants de l'équipe traitante de la date, de l'heure et du lieu de l'audience et s'assurer de leur présence si cela est requis. Nous en arrivons aux décisions possibles à être rendues dans le cas de la contestation d'une garde en établissement. Les juges administratifs qui entendent la cause doivent décider s'ils maintiennent ou non la garde. La garde n'est qu'une mesure de détention préventive de protection et non de traitement obligatoire ou d'encadrement thérapeutique. L'établissement doit aviser sans délai le TAC dès la levée de la garde ou de toute fin de garde, ainsi que son intention de demander une nouvelle garde. Dans ce cas, le TAC n'aura plus à tenir d'audience. Les autres décisions possibles sont: le TAC peut constater que la garde a pris fin parce que le psychiatre de la personne sous garde n'a produit aucun rapport psychiatrique au 21e jour de la décision prise par un juge de la Cour du Québec ou, par la suite, à tous les 3 mois, en conformité avec l'article 10 de la LPP. En effet, la personne pourrait ne pas avoir été libérée de l'hôpital et, sans l'intervention du TAC, la situation demeurera sans changement. Également, le TAC pourrait constater que le rapport psychiatrique a été déposé hors délai et ne respectait pas les exigences de l'article 3 de la LPP, qui prévoit ce que doit contenir un rapport d'examen psychiatrique. Par exemple, le TAC a décidé que les notes évolutives contenues au dossier de la personne sous garde ne répondent pas aux critères de ce qu'est un rapport psychiatrique et ne peuvent remplacer le rapport du 21e jour. Également, le TAC a déjà décidé qu'un résident en psychiatrie n'est pas habilité, au sens de la loi, à signer un rapport d'examen et le fait que le rapport ait été signé par un psychiatre à la suite de l'examen, auquel il n'a pas participé personnellement, ne valide pas l'exercice. Vous pouvez consulter à cet effet les jugements suivants. Lorsque nous parlons du hors-délai, l'arrêt WH contre Hôpital A. Lorsque nous parlons des notes évolutives, nous pouvons voir BB contre CSSSA. Et dans le cas du rapport du 21e jour, dans l'arrêt YES contre Hôpital Charles-Lemoine. Nous en arrivons au deuxième type de décisions qui peuvent être prises et cela concerne le transfert d'établissement. L'article 11 de la LPP prévoit ce qui suit. Une personne sous garde peut, à sa demande, être transférée auprès d'un autre établissement si l'organisation et les ressources de cet établissement le permettent. Sous cette même réserve, le médecin traitant peut transférer cette personne auprès d'un autre établissement qu'il juge mieux en mesure de répondre à ses besoins. Dans ce dernier cas, le médecin doit obtenir le consentement de la personne concernée, à moins que ce transfert soit nécessaire pour assurer sa sécurité ou celle d'autrui. La décision du médecin à cet égard doit être motivée et inscrite au dossier de la personne. Aucun de ces transferts ne peut avoir lieu sans que le médecin traitant atteste, par un certificat motivé, que selon lui, cette mesure ne présente pas de risque sérieux et immédiat pour cette personne ou pour autrui. Si le transfert a lieu, la garde se continue auprès du nouvel établissement, auquel est transmise une copie du dossier de la personne sous garde. Alors, une personne sous garde peut demander à être transférée dans un autre établissement. Selon la loi, cette demande peut être faite seulement par la personne sous garde. Elle ne peut être faite par d'autres personnes. Une telle requête déposée par les frères et sœurs de la personne sous garde a déjà été refusée par le TAC. Vous pourrez lire la décision MN contre Institut Philippe Pinel de Montréal. Nous pourrions également déduire de cet article que si la personne sous garde pourrait contester la décision d'un médecin de la transférer dans un autre établissement sans son consentement, parce qu'il considère
que ce transfert est nécessaire pour assurer la sécurité de la personne sous garde ou celle d'autrui. Un transfert pourrait aussi être requis dans le cas où un établissement, en raison de son organisation ou de ses ressources, n'est pas en mesure de procéder à un examen psychiatrique ou de mettre une personne sous garde. Dans ce cas, l'établissement doit diriger immédiatement la personne pour qui il requiert ce service auprès d'un autre établissement qui dispose des aménagements nécessaires. Nous retrouvons cette obligation à l'article 23 de la LPP. Quelles sont les décisions possibles dans ce cas? Les juges administratifs peuvent accepter ou refuser le transfert. Pour réussir dans sa demande de transfert dans un autre établissement ou lorsqu'elle conteste la décision du médecin traitant de la transférer, la personne sous garde doit démontrer d'abord que l'établissement où elle veut être transférée possède l'organisation et les ressources nécessaires pour la recevoir. Et dans un deuxième temps, il faudrait obtenir un certificat motivé du médecin traitant attestant que, selon lui, cette mesure ne présente pas de risque sérieux et immédiat pour cette personne ou pour autrui. Nous en arrivons à la troisième situation, celle qui concerne l'accès au dossier. La personne sous garde a le droit d'être informée de son plan de traitement et de tout changement important dans ce plan ou dans ses conditions de vie, et ce en vertu de l'article 31 du Code civil du Québec et des articles 14 à 19 de la LPP. Dès la prise en charge d'une personne sous garde par un établissement ou dès que celle-ci semble être en mesure de comprendre ces renseignements, l'établissement doit l'informer du lieu où elle est gardée, du motif de cette garde et du droit qu'elle a de communiquer immédiatement avec ses proches et un avocat. L'établissement doit également remettre à la personne sous garde, dès lors de sa mise sous garde et après chaque rapport d'examen psychiatrique prévu à l'article 10 de la LPP, les rapports des examens du 21e jour de la décision prise par le tribunal et par la suite ceux exigés à tous les 3 mois. Ces rapports doivent être accompagnés du document d'information sur les droits et recours d'une personne sous garde que nous retrouvons à l'annexe de la LPP. Si la personne sous garde est incapable de comprendre des informations contenues dans ce document, l'établissement doit transmettre une copie de celui-ci à la personne habilitée à consentir à la garde ou, à défaut, à une personne qui démontre un intérêt particulier pour la personne sous garde. L'établissement doit permettre toute communication en toute confidentialité entre la personne sous garde et les personnes de son choix, à moins que le médecin traitant ne décide, dans l'intérêt de la personne sous garde, de lui interdire ou de restreindre certaines communications. Cette interdiction ou restriction ne peut être que temporaire et doit être formulée par écrit, motivée, remise à la personne sous garde et versée à son dossier. Elle ne peut être imposée aux communications entre la personne sous garde et son représentant, la personne habilitée à consentir aux soins requis par son état de santé, un avocat, le curateur public ou le TAC. Lorsque la garde prend fin, l'établissement doit informer la personne sous garde immédiatement. Les décisions possibles, dans l'éventualité où la personne sous garde n'aura pas reçu les documents décrits ci-haut, elle pourra les demander à l'établissement. Si l'établissement refuse de les lui remettre, elle pourra demander au TAC d'obliger l'établissement à lui remettre. D'ailleurs, il est prévu à l'article 22 de la LPP que tout établissement doit, lorsque le TAC le requiert, lui transmettre le dossier complet de la personne sous garde. C'est ici que prend fin notre présentation sur les recours entendus par le TAC, d'abord à titre de commission d'examen au sens des articles 672.38 et suivants du Code criminel, et dans un deuxième temps, ceux portant sur le maintien d'une garde en établissement ou les décisions prises à l'égard d'une personne sous garde en vertu de la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
Nous avons également profité de l'occasion pour apporter certaines distinctions avec d'autres recours possibles à l'égard de personnes ayant des problèmes de santé mentale afin de bien préciser la compétence du TAC. Nous espérons avoir pu apporter tout l'éclairage nécessaire pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de la CETM et l'application de la LPP.